Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour cette conférence webinaire sur les neurosciences, comment les utiliser au travail. Deuxième épisode de notre série Retour à la normale que notre cabinet Juliet Starwen a le plaisir d'organiser. Juliet Starwen, pour ceux qui nous connaissent et ceux qui ne nous connaissent pas, c'est aujourd'hui c'est la fusion de deux cabinets que je rappelle toujours, qui étaient donc Bernard Juliet et Starwen. Bernard Juliet, spécialiste de tout ce qui est capital humain, développement du capital humain, et Starwen, cabinet stratégie organisation. Et c'est ce que vous allez voir dans la slide suivante. Aujourd'hui, donc, nous sommes répartis sur 18 expertises qui sont à la fois sur les activités business et people. Pourquoi business et people? Parce que notre conviction, c'est qu'on ne peut réussir une transformation qu'à partir du moment où on a ce double prisme, business et people. Nous sommes 450 consultants aujourd'hui et avec un chiffre d'affaires de 65 millions fin 2019. On verra ce que ça donne à la fin de l'année après la crise que nous venons de connaître. Pour nous accompagner ce matin, nous avons donc le plaisir d'accueillir Emmanuel Joseph Dailly, Bernard Ancel, et je serai accompagné dans l'animation par Julie Héninger, qui est donc que vous voyez ici. Et Julie Héninger aura la tâche de poser vos questions. Alors pourquoi je dis vos questions? Parce que l'objectif, c'est que pendant l'intervention de Bernard et Emmanuel, vous puissiez poser vos questions. Julie va les réceptionner et elle les posera en votre nom pour que justement on puisse interviewer Bernard et Emmanuel. Peut-être quelques mots sur Bernard et Emmanuel. Je vais commencer par Emmanuel, mais Emmanuel est anthropologue de formation. Elle est consultante chez Juliet Starwen. Elle pilote le lab recherche et perspective de Juliet Starwen. Et elle s'intéresse depuis un certain nombre d'années à tous les sujets qui sont liés au leadership et aux organisations du futur. Et elle travaille et elle a souhaité écrire ce livre avec Bernard Ancel. Donc, ce livre qui est d'ailleurs, je crois, un carton en librairie. Donc, c'est sur les talents cachés de votre cerveau au travail. Je vous conseille de l'acheter si vous ne l'avez pas encore fait ou de le télécharger sur Amazon. Bernard, qui donc a coécrit ce bouquin avec elle, lui est docteur en médecine. Il est titulaire d'un master de recherche en neuropsychologie. Il est surtout aussi spécialiste en imagerie médicale et il intervient et il s'intéresse, lui, à tous les sujets qui sont liés à l'application des connaissances sur la prise de décision, l'intelligence émotionnelle et les motivations intrinsèques. Et tout ce qui touche la qualité relationnelle et l'adaptation au changement. Voilà. Donc, merci à vous deux. Merci d'être avec nous ce matin pour pouvoir répondre à quelques questions que je vous ai préparées pour voir justement et vous faire réagir dans cette période que nous appelons nous retour à la normale, donc L''A-N-O-M-A-L. Julie me fait signe qu'il faut que vous ayez juste cette petite consigne. Donc, tous vos micros sont pour l'instant coupés. Si vous n'entendez pas, il faut que vous cliquez sur la petite flèche orange dans votre logiciel. Et puis, n'oubliez pas d'ouvrir le panneau de questions et signalez-vous, posez vos questions et utilisez également le panier de questions. Voilà, donc, je crois que vous êtes clairs. Je imagine que vous êtes tous déjà férus et vous êtes férus des grands utilisateurs de GoToWebinar. Voilà. Alors, première question peut-être pour Emmanuel. Sujet qui touche beaucoup les organisations et surtout en ce moment quand on est en retour justement au travail, c'est la notion de motivation et d'engagement. Finalement, comment ça transforme ces notions dans ce nouvel environnement de travail? Est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ces notions de motivation et d'engagement? Alors, déjà, la notion de motivation et engagement, c'est une notion sur laquelle on a eu de grands débats avec Bernard quand on a écrit le livre, parce qu'il faut savoir qu'en entreprise et en neurosciences, motivation n'est pas égale à engagement. En entreprise, mais en neurosciences, oui. C'est-à-dire dans notre cerveau, la motivation va se rapprocher de l'engagement et on va associer les deux termes et Bernard pourra nous en parler plus précisément par la suite. Mais en entreprise, on différencie bien la motivation de l'engagement. Pourquoi on les différencie? Parce que motivation, ça vient de movere, donc c'est ce qui nous donne un mouvement, c'est ce qui nous donne une énergie étymologiquement. En neurosciences, on va voir, et en neuropsychologie, que la motivation, on va parler des motivations intrinsèques et des motivations extrinsèques, donc des motivations plus internes qui sont des motivations durables et des motivations qui, elles, sont davantage extérieures.
parfois plus liées aussi à ce qu'on va appeler le circuit de la récompense ou le circuit de la menace, qui sont des circuits qu'on a dans notre cerveau parce qu'on est des mammifères. Donc, on va réagir à la récompense et nos circuits neuronaux vont même se renforcer au fur et à mesure de l'apport de ces récompenses. Et pareil pour la menace, c'est-à-dire que la menace et l'évitement d'un danger potentiel va nous faire nous mettre en action. Donc ça va être tout ce qui va se rattacher à la motivation. Et bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque on a des circuits neuronaux complexes en lien avec la motivation. Mais l'engagement, c'est quelque chose en entreprise qui va être assez différent de la motivation, parce qu'on peut être très motivé par ce qu'on fait, c'est-à-dire on peut aimer ce qu'on fait, développer ses compétences dans ce qu'on fait et ne pas être attaché à la structure pour laquelle on le fait. Je vais prendre un exemple tout bête. Julien, peut-être que ton coiffeur, il adore coiffer, il adore le relationnel, il adore le lien avec les clients, il aime être innovant dans les coupes, mais qu'il soit coiffeur pour Franck Provost ou pour Jacques Desange, c'est la même chose. Et donc, il est motivé, mais pas engagé. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire, il aime ce qu'il fait, il se développe dans ce qu'il fait. D'ailleurs, son groupe aime développer ses compétences, donc va penser à le motiver, mais moins à l'engager. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est que on peut être vraiment dans un développement personnel, dans une autonomie dans ce qu'on fait et se sentir bien dans son activité sans être lié à la structure. Et ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se jouer là dans la crise actuelle, c'est que la donne de l'engagement va littéralement se métamorphoser. Pourquoi elle va se métamorphoser? Parce que les gens ont été dans des situations où ils ont été en recherche de sens personnel, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, et aussi où ils ont eu l'occasion parfois d'un vagabondage mental pour certains qui a permis d'élaborer certains souhaits, certaines envies de développement. Et dans cette recherche de sens où on ramène une situation qui est une situation globale à une situation plus individuelle, donc le monde est en train de se transformer et moi, qu'est-ce que je fais tout seul chez moi ou qu'est-ce que je fais enfermé chez moi? Ben, je développe de nouvelles envies. Et en développant de nouvelles envies, du coup, on va s'orienter vers des collaborateurs qui vont revenir dans leur entreprise avec des envies multiples, des envies de type slashing, et on va voir comment les entreprises vont être capables d'intégrer ces envies multiples et du coup d'engager le collaborateur par rapport à une multitude d'envies nouvelles qu'il va falloir intégrer, soit au sein de la structure, et du coup on va s'orienter vers une multi-activité, peut-être même des compétences qui sont en dehors du champ initial de poste, ou vers des envies qui vont se matérialiser en dehors du cercle de l'entreprise. Et du coup, la notion d'engagement, qui littéralement veut dire mettre en gage, quand on s'engage, on se lie comme ça, et on perd une partie de sa liberté aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui va demander à être complètement revu dans les semaines à venir. Bernard, toi justement, par rapport à ce que vient de dire Emmanuel, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau finalement là, par rapport à cette notion de motivation et d'engagement, et surtout en ce moment? Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de motivation dans le cerveau, elle est vraiment fondamentale, c'est-à-dire que tous les réseaux émotionnels vont filtrer toutes les informations, quelles qu'elles soient, en provenance de l'extérieur ou en provenance de notre imaginaire interne. Et toutes ces informations vont être filtrées sur un mode j'aime ou je n'aime pas. C'est bon pour l'organisme ou ça n'est pas bon. À partir du moment où c'est bon, il va y avoir une motivation pour aller vers ces informations. Et à partir du moment où c'est jugé comme défavorable, il va y avoir une motivation pour éviter toutes les stimulations qui sont désagréables. Donc c'est vraiment la base de tous nos comportements. Et donc c'est très fort. C'est-à-dire que chaque idée va être évaluée sur ce mode émotionnel. On y va ou on n'y va pas. Et à partir du moment où il y a cette motivation, il va y avoir un degré, bien sûr, hein, et à partir du moment où c'est évalué comme quelque chose à rechercher, eh bien, c'est là où il y a une petite différence avec le management, c'est-à-dire que là, le corps va être engagé dans l'action, voilà, tout simplement. Et donc, c'est tout l'enjeu, tout l'art du management et de la relation humaine, même au-delà de l'entreprise, tout l'art de la relation humaine, c'est de déclencher cette motivation grâce à l'empathie, grâce à la reconnaissance, grâce au lien social, etc. Mais ça va être de déclencher cette envie d'agir, tout simplement. D'accord. Alors,
Emmanuel, finalement, qu'est-ce qui se passe en nous dans cette transformation? Comment on peut comprendre ce qui se passe en nous dans cette transformation et comment on peut l'accompagner au mieux finalement? Alors, dans la question, du coup, là, il y a deux parties. Il y a la compréhension et l'accompagnement, qui sont véritablement des parties assez distinctes parce que un manager, un dirigeant peut très bien comprendre une situation et avoir des difficultés à l'accompagner, hein. Et dans cette crise, il y a un premier point très important à rappeler, c'est que tout le monde vit les choses très différemment. On échange beaucoup et chaque webinar ou chaque échange d'équipe commence souvent par un échange sur la manière dont les gens se sentent. Il y a une homogénéité de ressenti, mais il y a aussi des situations extrêmement variées. Donc, les inégalités se sont beaucoup creusées pendant cette crise, des inégalités de situation, mais aussi des inégalités sociales, des inégalités entrepreneuriales, des inégalités financières. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte pour les managers et pour les entreprises à partir du moment, évidemment, où les choses vont plus ou moins rentrer dans une nouvelle normalité, en tout cas, pas à la normale, mais dans une nouvelle normalité. Alors, dans cette transformation, on perd tous nos repères. Or, on sait que le cerveau adore les repères. Pourquoi il adore les repères? Parce qu'il cherche à s'économiser. C'est toujours intéressant de rappeler que le cerveau, il pèse 2% de notre poids et il consomme un quart de notre énergie. Donc, forcément, dès qu'on se lève le matin, il a déjà consommé une grosse énergie. Donc, on cherche à s'économiser et à être aussi le plus souvent possible dans un mode pilote automatique. Or, là, c'est plus possible parce qu'on n'a pas de visibilité sur l'avenir. Et on sait que le facteur numéro 1 d'engagement des collaborateurs, c'est la visibilité sur le futur. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand le cerveau ne s'économise plus, c'est-à-dire qu'il est dans un processus constant de réflexion aussi, possiblement de rumination, c'est-à-dire où il ressasse aussi des pensées négatives en boucle, du fait de ses émotions négatives comme la peur, par exemple, ou son émotion de surprise face à des situations. Donc, possiblement, il s'installe dans des démarches de vagabondage mental négatif, mais il a perdu aussi ce à quoi il peut se raccrocher. Et du coup, les managers, forcément, l'ont perdu aussi. Et cette visibilité sur le futur qu'attendent les collaborateurs pour s'engager, le feedback managérial qu'ils attendent aussi, n'est plus forcément là, puisqu'il y a une distance qui s'est installée. Donc, il se joue tout ça en ce moment dans la transformation. Il se joue aussi une vision, une perception de ce qu'est un collectif qui va évoluer. On a dans le premier temps de la crise géré les collectifs comme si on était en présentiel, on essayait de le retranscrire en distanciel. Mais finalement, ce n'est pas ça qui va se passer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas piloter un collectif juste en mettant une animation à distance. Il va falloir repenser ce qu'est le collectif avec des besoins individuels qui se creusent dans leurs différences, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus différents d'une personne à l'autre, même si on est sur une synchronicité géographique, c'est-à-dire que plus ou moins tout le monde encore dans les organisations est chez lui, même si ça commence à varier, c'est-à-dire dans les semaines à venir, les jours à venir, il va y avoir un côté asynchrone de la géographie, à savoir certaines personnes vont être au bureau, en nomadisme, en déplacement, et ça va petit à petit reprendre son cours. Donc, dans l'accompagnement managérial, selon moi, il y a une dimension primordiale à prendre en compte, c'est que tout le monde ne vit pas la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre une situation lissée. Il doit y avoir un caractère individuel déployé de manière forte qui ne fasse pas que se parler de la situation, mais qui essaye de la comprendre et aussi de la ressentir avec des ressorts d'empathie et de réévaluation cognitive permanente, c'est-à-dire de voir comment on pourrait voir les choses sous un autre angle aussi, et d'utiliser du coup tous les outils de gestion émotionnelle que le cerveau peut mettre à notre disposition. Bernard, finalement, dans cet environnement, alors qu'on va considérer comme flou, incertain, alors plus que jamais, puisque cette période de déconfinement nous interroge tous sur est-ce qu'il y aura une seconde vague, pas une seconde vague, est-ce qu'on peut l'éviter, on est avec des masques, et en même temps, on peut faire un peu de présentiel pour ceux qui sont déjà rentrés au bureau, puis en même temps, il y a tous ceux qui sont distanciels. Enfin voilà, tout ça est quand même assez, j'imagine, perturbe un peu le cerveau. Comment, justement, notre cerveau peut nous aider à prendre des décisions éclairées dans un environnement, encore une fois, très incertain, très flou.
comment je peux m'y retrouver finalement dans tout ça? Oui, alors dans période de crise, on peut distinguer deux périodes, c'est-à-dire la période aiguë où là on va être en stress, hein. La crise sanitaire qu'on a connue, la crise économique qu'on a actuellement, donc ça va être un stress aigu. Et en période de stress aigu, comme disait Emmanuel tout à l'heure, on se met en mode automatique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des automatismes que l'on a déjà appris. Et par contre, nos fonctions exécutives, tout ce qui nous permet de réfléchir, d'analyser, d'associer des idées, d'anticiper, tout ça va être un petit peu étouffé parce que simplement, on se met en mode survie. Le corps se met en mode survie, il va utiliser des automatismes qu'il connaît déjà, ce qu'on appelle des heuristiques, hein, ce que Daniel Kahneman a appelé des heuristiques. Et donc, quand on utilise ces automatismes, eh ben, on va un petit peu étouffer à la fois nos fonctions exécutives qui nous permettent de réfléchir et d'anticiper, et notre imagination créative aussi, c'est-à-dire tout notre monde imaginaire qui va être un petit peu mis à l'écart. Et donc, on va être plus sensible d'une part à nos émotions et d'autre part à des biais cognitifs, hein, tout un certain nombre de biais cognitifs. Et puis, il y a aussi le long terme. La résilience, ça n'est pas j'ai l'habitude de dire, ça n'est pas un sprint, hein, c'est une course de fond. Donc, il faut être capable de trouver les motivations sur le long terme, des motivations durables. Alors, pour revenir aux biais cognitifs, donc ça va être des erreurs de perception ou de représentation en mémoire. Et ces biais cognitifs, chaque fois qu'on a une transformation qui est imposée, que ce soit une crise comme la crise sanitaire ou la crise économique actuelle, ou que ce soit une transformation décidée par la direction de l'entreprise et qu'on n'a pas choisie. Donc là, on va être donc en situation de stress et donc sensible à des biais cognitifs, comme par exemple le biais d'aversion à la perte, hein, quand on a perdu une situation, on a perdu des avantages et là, il va falloir trouver quelque chose de nouveau. Il y a le biais de négativité qui fait qu'on va accorder plus d'importance aux informations négatives que positives. Il y a le biais de statu quo, on a une affection pour ce qu'on connaît déjà, toujours pour économiser de l'énergie, comme disait Emmanuel. Et on a aussi un biais qui est amusant, qui est l'effet IKEA. L'effet IKEA, c'est quand on a monté un meuble soi-même, eh ben, on lui accorde plus de valeur que quand on l'a acheté tout prêt. Eh bien, quand on a réalisé un projet dans l'entreprise, eh ben, elle a beaucoup plus de valeur que le nouveau projet qu'on va nous présenter. Donc tout ça, il faut le connaître, ça nous permet de prendre un peu de recul sur nos réactions négatives face à la transformation, de faire baisser la tension et d'être plus constructif pour trier ce qui est positif dans la transformation et ce qui n'est pas. Et pour développer ce qui est positif, pour aller dans des choses constructives et pour ne pas s'enfermer dans les problèmes et dans le ressentiment par rapport aux choses négatives. Donc c'est tout un état d'esprit à s'accorder sur le plan personnel et également pour analyser l'extérieur. Sur le meuble Ikea, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que moi, quand je monte un meuble Ikea, je ne suis pas sûr qu'il ait plus de valeur parce que souvent, j'ai déjà cassé la moitié des Emmanuel, beaucoup d'entreprises, avant le confinement, se sont évidemment exercées pris à l'exercice de style qui était de définir sa raison d'être, hein, qui revient de plus en plus. Finalement, est-ce que cette notion de raison d'être, elle prend d'autant plus de sens aujourd'hui, puisque derrière raison d'être, on entend le sens finalement. Est-ce que c'est extrêmement important ou est-ce que finalement c'est un peu peine perdue, puisque comme le cerveau est un peu déboussolé, me redonner du sens dans un monde où je suis déboussolé, est-ce que finalement l'entreprise ne perd pas son temps? Alors, avec la loi Pacte, effectivement, le travail avait déjà été amorcé. Et du coup, un vrai élan avait déjà été donné à cette idée de raison d'être pour les entreprises. La notion de sens, elle était déjà là, elle était déjà importante avant la crise. Selon les quotidiens des gens, elle a pris plus ou moins d'importance. Certaines personnes, dans ce quotidien qu'elles viennent de vivre, n'ont pas eu une minute pour penser à la notion de sens. Il faut aussi le rappeler. Tout le monde n'avait pas le cerveau en vagabondage mental et en oisiveté, bien au contraire. Du coup, les quotidiens ont extrêmement varié. Donc, l'élastique se tend de plus en plus. Le fossé va se creuser entre ceux qui ont encore plus besoin de sens et qui, du coup, vont avoir un moteur extrêmement fort maintenant, soit d'aversion
à la situation qu'ils vont retrouver et qu'ils veulent à tout prix quitter, soit le moteur d'une vie nouvelle vers laquelle ils veulent tendre. Et par-dessus tout, il y a peut-être cette notion de sens avec l'impact sociétal qui, je crois, va être déterminant ces prochains mois. Cette idée que les lignes doivent bouger d'une manière ou d'une autre, que chaque entreprise est aussi acteur d'un système plus global, d'un système social, sociétal, mais écologique aussi, avec une responsabilité sociale et sociétale d'entreprise qui va, je crois, être facteur d'engagement de manière forte dans le futur, même s'il l'était déjà par le passé. Les politiques RSE des entreprises étaient des éléments engageants à partir du moment où elles sont alignées et congruentes avec ce qui se passe réellement. À partir du moment où on a un alignement entre une communication, un marketing et des actions réelles. Et je crois que cet alignement va être demandé de plus en plus par les collaborateurs qui sont soucieux de cette exemplarité-là. Et alors, Bernard, justement par rapport à ce que vient de dire Emmanuel, en quoi finalement le sens est un élément déterminant pour le cerveau? Est-ce que c'est et donc je te repose la question, dans la situation actuelle, comme on est un peu déboussolé, est-ce que l'entreprise finalement ne perd pas un peu son temps dans cette notion de sens par rapport à un cerveau qui n'est pas réceptif, si tu vois, c'est ça ma question. Oui, alors donc c'est ce qu'on disait, quand on est en mode aigu, on est en mode survie. Et donc là, le sens, c'est ce que disait Emmanuel, il est un petit peu mis en retrait. Mais ça ne dure pas. Très vite, les gens vont réfléchir, vont se poser des questions, vont se demander pourquoi ils sont là. Et donc, la notion de sens va avoir l'énorme avantage, c'est de mobiliser notre motivation intrinsèque. C'est-à-dire que on a les motivations, on peut les classer en deux catégories. D'abord, les motivations aversives, négatives, c'est-à-dire éviter des ennuis, la peur, éviter les problèmes, par exemple. Et puis, donc ça, c'est une très forte motivation, mais elle a un gros inconvénient, c'est qu'elle consomme beaucoup d'énergie, elle épuise le corps, elle épuise l'organisme. Donc, sur le long terme, ça ne marche pas. Donc, il faut trouver des motivations qui marchent sur le long terme, et le sens, c'est vraiment l'élément qui va nous permettre de trouver du sens, c'est l'élément qui va nous permettre d'activer nos motivations intrinsèques, celles qui sont durables, qui sont renouvelables tous les jours. Il y a d'autres motivations qui vont être très utiles, comme des motivations matérielles, par exemple. Mais ces motivations, le problème, c'est qu'on ne peut pas les activer on peut pas les augmenter tous les jours. Alors que les motivations intrinsèques, celles qui ne dépendent que de nous, et c'est ça qui est important, elles, on peut les activer tous les jours. Et ça, c'est super important, puisque si on peut trouver du sens, si on arrive à activer des motivations intrinsèques telles que le lien, l'appartenance à un groupe, à une équipe, le fait de progresser, de pouvoir acquérir des compétences, ou le fait de réaliser une action, d'être fier de ce que l'on a fait, ou de trouver de l'autonomie. Par exemple, là, ce sont des motivations intrinsèques qu'on peut renouveler tous les jours. Ça, c'est extrêmement efficace, et ce sont elles qui vont alimenter le sens. Donc, finalement, pour une direction ou pour un département de RH, ça va être fondamental, parce que c'est ce qui va donner l'énergie à l'entreprise. D'accord. Finalement, c'est une question pour vous deux, d'ailleurs, je commencerai peut-être par Bernard. On a beaucoup parlé du télétravail pendant le confinement, on en reparle beaucoup aujourd'hui parce qu'effectivement les organisations se posent la question et certaines ont déjà franchi le pas, c'est-à-dire qu'elles intègrent le télétravail parce comme une modalité aujourd'hui officielle de travail, en l'occurrence, présentiel, distanciel. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que finalement les frontières entre vie privée et vie professionnelle qui commençaient déjà à s'estomper avant le confinement, est-ce que là fondamentalement ça ne va pas carrément exploser? Et est-ce que c'est un risque finalement? Alors au sens large, est-ce que c'est un risque pour le collaborateur? Donc ça c'est plus pour Emmanuel. Et est-ce que c'est un risque pour le cerveau? Là aussi, à partir du moment où je mélange tout, je commence à perdre un peu les pédales. Alors, je ne sais pas qui veut prendre. Peut-être Emmanuel pour le collaborateur à ce moment-là, et puis après Bernard. Je peux me lancer avant de repasser le micro à Bernard. Alors évidemment, les frontières se brouillent. Elles se brouillent pour la bonne cause et pour la mauvaise cause. Déjà, je voudrais préciser que ce qu'on a appelé télétravail pendant le confinement n'était pas vraiment du télétravail. C'est-à-dire qu'on a repris un mot existant pour ne pas en créer un nouveau et pour créer un vocabulaire compris de tous. Mais quand on télétravaille avec un environnement global à la maison,
sans être équipé, sans avoir d'espace et en ayant ses enfants avec l'école à faire à la maison durant la journée, on est sur une autre forme de travail à distance. Aujourd'hui, avec la reprise progressive de l'école pour les parents, cette forme va revenir progressivement à ce qu'était le télétravail tel qu'on l'a connu, mais durant le confinement, on ne peut pas parler de télétravail au sens où on l'entendait avant. Donc ça, c'est une précision importante à faire, même si, évidemment, il y a eu énormément de travail et énormément de performance, mais ça a pris une autre forme, il faudrait presque inventer un autre mot. Alors, il y a plusieurs choses sur le mélange entre vie privée et vie professionnelle. Quand on est dans un open space, et on a vécu tous une mode des open space où tous les bureaux se sont organisés en open space, certains en sont revenus, certains se sont adaptés différemment pour pallier aux inconvénients de l'open space, mais il y a quelque chose qui se passe, c'est que parfois on peut être en insécurité psychologique du fait qu'on est en permanence exposé. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est qu'il y a une transparence généralisée en open space. Une transparence de son ordinateur, de ce à quoi on ressemble. Tout le monde nous voit en permanence, tout le monde nous entend en permanence. Et maintenant, dans les flex office, on a même des salles de réunion qui sont entièrement transparentes. Donc finalement, les moments où on n'est pas exposé au regard de l'autre sont extrêmement rares. Et ça prend aux collaborateurs une énergie réelle d'être en représentation toute la journée. Alors, en tant que formateur, ça fait partie du travail d'être en représentation et d'être devant un groupe. Mais la plupart des gens qui sont en open space ne sont pas des formateurs, c'est-à-dire ne sont pas habitués à être vus en permanence. Donc, ça prend une énergie qui, chez nous, est libérée. C'est-à-dire que quand on est tout seul chez nous, on peut avoir cette liberté-là d'être un petit peu plus soi-même en termes d'habillement, en termes d'expression, en termes de vocabulaire. Vous avez sûrement noté que vos échanges téléphoniques n'étaient pas tout à fait les mêmes, que votre liberté d'action n'était pas tout à fait la même. Donc, cette énergie-là qu'on donnait en open space est réinjectée finalement dans autre chose. En revanche, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, il y a une brouille aussi de certaines limites. C'est-à-dire que potentiellement, on s'organise différemment dans notre temporalité, potentiellement, on fait des réunions avec un enfant sur le lit, tout s'organise différemment en fait. Et ça va être pour le mieux, dans un certain sens, si on sait s'adapter à cette nouvelle réalité et revenir au présentiel quand c'est nécessaire. Tout n'est pas optimisé par le distanciel, loin de là. Le distanciel va servir dans certains cas, le présentiel va servir dans d'autres. Et ce qui va être important, c'est d'avoir cette intelligence-là, de ne pas revenir à un système ancien de « OK, on autorise 1 jour ou 2 jours de télétravail », ce qui serait pour moi un retour en arrière conséquent. Mais on va plutôt se dire, le télétravail est autorisé quand c'est plus efficace, quand c'est plus optimal. Le présentiel est demandé quand c'est plus optimal, avec une intelligence situationnelle. Alors Bernard, de ton côté, comment ta vision par rapport à cette… Oui, je voudrais mettre en avant un élément, c'est que le fait de ne pas avoir de barrière entre le travail et la vie personnelle, ça peut être une source d'addiction, un petit peu comme on voit se développer l'addiction aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va avoir toujours cette envie de bien faire. Enfin, c'est surtout pour les gens qui sont impliqués, donc engagés, et donc ou motivés, ça dépend. Et donc on va avoir, il y a un risque d'addiction et de ne plus faire la barrière entre les deux. Donc pour ça, il va falloir une organisation rigoureuse. Il va falloir se donner des horaires. Il va falloir cloisonner, apprendre à cloisonner son travail avec des heures de travail. Il va falloir apprendre à hiérarchiser les tâches, comme on l'a appris dans notre cadre professionnel en présentiel. Il va falloir, mais c'est encore plus aigu quand on est chez soi, puisqu'on va être sollicité par des tas d'autres tâches. Donc, c'est très important d'apprendre à hiérarchiser, à cloisonner, et puis aussi à tenir compte de son cerveau, c'est-à-dire qu'on a vraiment énormément de parallèles avec le corps, avec l'exercice physique. C'est-à-dire que de la même façon qu'on ne peut pas sprinter sur le long terme, on ne va pas pouvoir utiliser son cerveau à fond, en permanence, en télétravail. Donc, il faut savoir s'accorder des pauses, il faut savoir respecter son sommeil, il faut savoir s'exposer un petit peu à la nature, faire de l'exercice physique, en fait, toutes ces notions d'hygiène mentale qui sont
qui commencent à être bien connues, mais qui sont encore plus importantes en télétravail. Donc, il faut se donner une sorte de discipline mentale. Finalement, qu'est-ce que vous conseillez, au regard du livre que vous avez écrit, aux entreprises? Quelles sont les premières actions que vous conseillerez à mettre en place justement dans cette période de retour à la normale? Voilà, je suis DRH, qu'est-ce que je dois faire? Je suis dirigeant d'entreprise, qu'est-ce que je dois faire en priorité? Emmanuel, peut-être? Alors, j'aimerais faire un petit pas de côté par rapport au questionnement pour revenir sur, je pense, une action collective au niveau de l'entreprise qui est essentielle, c'est de réfléchir à ce que veut dire le mot travail. On a beaucoup parlé des origines du mot travail, presque de manière anecdotique, comme venant de Tripalium, l'instrument de torture. Les linguistes ne sont pas tout à fait d'accord, tous d'ailleurs, sur cette étymologie-là. Mais en tout cas, dans l'époque qu'on vit actuellement, c'est important de revenir à ce qu'on entend par là. C'est important de revenir aussi à la manière dont on va l'évaluer, ce mot travail, ce travail au quotidien. Puisque avant, on avait un collaborateur qui arrivait au bureau à une certaine heure convenue avec son employeur et qui repartait du bureau. Et on achetait l'entreprise achetait à la fois du temps, mais aussi de la performance et du résultat. C'était d'ailleurs comme ça qu'étaient conçus les systèmes de rémunération. On va, je pense, dans le futur, devoir repenser tout ça, puisqu'il va falloir penser à comment le temps de chacun va s'organiser. Les gens ont goûté, pour certains, à des demi-journées et des débuts de soirée, c'est-à-dire ils ont décalé leur moment de travail, commencé à travailler plus tard parce qu'ils faisaient par exemple l'école à la maison le matin, puis ils retravaillaient le soir. Peut-être que finalement ce rythme leur convient. Et du coup, non, ils ne seront pas joignables le matin puisqu'ils ont choisi un autre mode de fonctionnement. Or, avant, dans le télétravail, on estimait que sur la durée temporelle classique, de 9h à 18h ou 18h30, les collaborateurs devaient être joignables. Et c'était ça le mot d'ordre, une transparence des agendas. On doit savoir ce que fait son collaborateur, à quel moment. Il y a une confiance qui s'instaure et à partir de là, on peut télétravailler. Or, la donne a changé, c'est-à-dire que maintenant, le collaborateur peut-être qu'il va travailler d'un autre lieu, à un autre moment, et on va devoir passer sur un nouveau mode d'évaluation. Alors, selon la maturité des organisations, certaines organisations avaient quitté le rapport à l'horaire classique, qui était un peu archaïque, pour venir vers quelque chose qui était un management par l'objectif. On donnait des objectifs et on s'attendait à ce qu'ils soient atteints. Et c'était ça le rapport de confiance. Mais finalement, je crois qu'on va devoir même faire un pas de plus pour quitter ce management par l'objectif, puisqu'on peut se dire que, par exemple, certains collaborateurs qui sont rapides d'esprit, qui vont vite, qu'on peut par exemple parfois catégoriser sous l'appellation de talent, vont mettre 2 heures à faire ce qu'un autre collaborateur fera en une journée. Alors, est-ce qu'on peut se dire que certains collaborateurs de l'entreprise travaillent que 2 heures par jour? Pas forcément. Donc, il y a une idée dans les entreprises apprenantes de se dire il y a des choses à faire en permanence, tout le temps. On ne peut pas se dire que le collaborateur rapide travaille juste de 8 à 10 et qu'après, il a fini sa journée. Puisque justement, si on l'emploie, c'est aussi parce qu'il est rapide. Du coup, il va falloir plutôt penser à un management par l'intention. Et c'est ça qui va être intéressant, un management par l'intention positive. Et du coup, cette réflexion, elle va devoir se faire avec les lignes managériales dans leur globalité. Et la recommandation numéro 1 que je donnerai à un DRH, c'est de mettre en place des groupes de travail pour réfléchir à ce qu'on met aujourd'hui derrière le mot travail, derrière le mot confiance, derrière le mot intention positive. Je pense que c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, dans les témoignages qu'on a aujourd'hui des dirigeants qui décident de dire bon, ok, je vais intégrer le télétravail, ils en sont encore à dire déjà, je fais un pas vers le télétravail, mais au sens archaïque, comme tu le disais, c'est-à-dire 9h, 18h avec transparence et voilà, je veux être sûr que les personnes sont joignables de ces heures-là. Donc là, tout ce que tu es en train d'intégrer comme nouvelle manière de considérer la chose et je trouve ça extrêmement, effectivement, passionnant. Bernard, toi, par rapport à cette question, qu'est-ce que tu pourrais nous dire finalement? Alors, qu'est-ce que tu conseillerais à un DRH finalement? Oui, alors nous, ce qu'on peut amener au niveau neuropsychologique, c'est que on va évaluer qu'est-ce qui est bon pour l'efficacité du cerveau, qu'est-ce qui est bon donc pour l'efficacité générale et pour l'intérêt collectif.
Et donc, on va se rendre compte que dans ces situations de crise, les besoins cérébraux vont être exacerbés. On va avoir plus d'anxiété, on va avoir plus de charge de travail, donc plus de fatigue, on peut avoir de la démotivation si la personne ne comprend pas le sens de la transformation. On peut avoir un sentiment d'injustice, etc. Enfin, il y a des tas d'émotions qui vont s'entrecroiser. Et donc, la direction, le département RH, enfin, même n'importe quel manager, n'importe quel décideur, va devoir activer un certain nombre de leviers cérébraux dont on sait l'efficacité. Le premier, ça va être l'écoute émotionnelle. On s'est rendu compte, il y a des tas d'études qui nous montrent que l'écoute émotionnelle va être déterminante. Ça veut dire quoi l'écoute émotionnelle? Simplement, comme disait tout à l'heure Emmanuel, à un moment donné, on commence une réunion par dire comment on se sent, qu'est-ce qu'on ressent, quels sont les problèmes qu'on veut mettre sur la table, quels sont les éléments qui nous préoccupent, ou au contraire qui nous motivent, voire même qui nous exaltent, pourquoi pas. Et donc, l'écoute émotionnelle, c'est un élément majeur qui va justement libérer la motivation, qui va libérer le lien social. Le deuxième élément, ça va être le lien social aussi. On a un cerveau, en tant qu'humain, on est des animaux sociaux, on a un cerveau qui va se développer en contact avec l'autre. Donc, le lien social est absolument prédominant. Il faut tout faire pour faciliter ce lien social. C'est à la fois un besoin cérébral et en même temps, c'est un besoin d'efficacité puisque ça va faire circuler de l'information, bien entendu. Et puis, il va falloir aussi donc sensibiliser les gens, par exemple, au biais cognitif aussi, aux erreurs, de façon à ce qu'ils prennent un peu de recul sur leur jugement impulsif, qui ne s'attachent pas à leur première idée. Une idée n'est qu'une idée, ça n'est pas notre identité. On a le droit de changer une idée si les informations viennent nous contrecarrer ce qu'on pensait au départ. Il n'y a pas de problème avec ça. L'agilité intellectuelle en dépend. C'est très important. Et puis, bien entendu, le problème crucial du sens, mais ça, on vient d'en parler, il faut savoir donner du sens. Et donc, avec tous ces éléments-là qui vont permettre d'activer les bons leviers dans le cerveau, on va pouvoir avoir plus d'efficacité par télétravail ou en présentiel, bien entendu. Bien. Alors, peut-être une dernière question et un conseil. Qu'est-ce que vous conseillerez aux collaborateurs que nous sommes? Un truc pour justement bien passer cette période. Emmanuel ou Bernard, un truc. Je vais choisir juste une chose. J'aurais envie d'axer sur la capacité attentionnelle. La capacité attentionnelle, c'est un sujet que je trouve déterminant. Je pense sera l'une des compétences du futur. On est dans une crise forte de nos capacités attentionnelles. Le digital est un outil merveilleux et en même temps, il met à mal ses capacités attentionnelles parce qu'il sait très bien s'y prendre pour retenir notre attention. Et du coup, j'aurais un conseil autour de la manière de cultiver cette attention, de se donner des objectifs de concentration en phase aussi avec nos réalités personnelles. Tout le monde ne peut pas se donner des objectifs de concentration dans la période actuelle de 45 minutes d'affilée. Et quand je dis 45 minutes, ça vous paraît peu, mais c'est déjà beaucoup en objectif de concentration. Du coup, parfois, il faut se dire, je me concentre 15 minutes, mais 15 minutes, 15 vraies minutes pleinement où je suis ici et maintenant dans ce que je fais. Puis après, je passe à autre chose. Et ça, c'est ce qu'on va appeler un switch. Ça va prendre beaucoup d'énergie mentale de faire différentes choses en changeant petit à petit, de passer d'une chose à une autre. Mais il faut le faire en tout cas avec une capacité attentionnelle forte. Je crois que pour gérer son énergie, c'est une très bonne chose et pour s'envoyer aussi une sorte de fierté par rapport à ce qu'on fait. Parce que le multitâche où rien n'est bien fait, ça ne nous envoie pas de fierté. D'accord. Et Bernard, toi? Moi, j'insistais sur un bouquet de compétences qui sont l'empathie, qui permet de mieux motiver les gens, la reconnaissance, qui va aussi mieux motiver les gens, et la confiance aussi, c'est-à-dire que le télétravail nous oblige à faire confiance aux collaborateurs, et c'est dans l'immense majorité des cas, c'est une très bonne chose. Et donc, cette triade-là, empathie, confiance et coopération va faire que on va avoir
une motivation plus forte et en même temps, on va libérer un petit peu les énergies. Et donc, à mon avis, ça peut être une source de progression, une source justement de résilience pour l'entreprise, de développer un petit peu ses énergies en dehors d'une organisation trop rigide. Bien, écoutez, merci en tous les cas à tous les deux. Je pense que c'était extrêmement intéressant et que vos témoignages et vos regards. Je vais peut-être laisser la parole à Julie qui va nous dire s'il y a des questions dans la salle, comme on dit, la salle virtuelle, hein, la salle à distance. Julie, je te laisse la parole. Tout à fait. Alors, on a reçu plusieurs questions pendant notre intervention. On va commencer avec Cédric qui demande à quoi sert l'engagement dans l'entreprise si la motivation suffit à la progression et à l'épanouissement du collaborateur. Alors, merci Cédric pour la question. À quoi sert l'engagement? À plein de choses. On sait aujourd'hui que l'engagement est lié à la performance, c'est-à-dire qu'on sait, la recherche sait faire le lien entre l'engagement et la performance individuelle, ce qui est déjà une chose intéressante. Et quand la motivation va suffire, elle va suffire à développer un certain nombre de compétences, elle va suffire à développer une envie, mais elle ne va pas suffire à développer un lien avec son organisation. Donc, elle ne va pas suffire à développer une parole positive sur son organisation et donc une pollinisation. Et je trouve qu'il y a un indicateur qui est toujours un bon indicateur d'engagement, c'est quand on quitte une entreprise d'être la personne qui va recruter son successeur. C'est ça qui est intéressant, c'est on reste lié à l'entreprise et on va créer du coup un écosystème et les entreprises devraient penser à ça de plus en plus, à créer des écosystèmes de gens engagés, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Si je peux rajouter un mot, on pourrait dire que l'engagement va rajouter une couche d'efficacité supplémentaire à la motivation intrinsèque. Seconde question, Julie, peut-être? Oui, peut-on dire que le métier des coachs en motivation sera très demandé dans les années à venir? Et merci Natalia pour cette deuxième question. J'ai pas entendu la question, Julie. Peut-on dire que le métier des coachs en motivation sera très demandé dans les années à venir? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un coach en motivation, mais en tout cas, je pense que le coaching, quand il est fait dans une approche globale, peut être un outil extraordinaire de mise en mouvement. On trouve notre motivation à l'intérieur de nous-mêmes, mais on a différents regards, on peut changer de regard par rapport aux choses. Et avec Bernard, on a pas mal réfléchi dans notre ouvrage aux différents outils de gestion émotionnelle, comme l'imagerie mentale positive, la réévaluation cognitive, des outils qui nous permettent de mettre d'autres lunettes par rapport à ce qu'on vit. Et ça, c'est ce qui permet aussi beaucoup de donner un moteur et un moteur d'entreprendre et une vision plus optimiste aussi par rapport aux choses dont on a souvent besoin aujourd'hui. Oui, si je peux rajouter un petit mot, c'est que le fait d'avoir une vision extérieure va nous apporter quelque chose en plus, puisqu'on est capable de s'analyser, bien entendu, mais on va avoir des angles morts. Et là, la personne extérieure va apporter des informations nouvelles qui vont nous permettre de réfléchir et de construire des objectifs plus adaptés finalement à la fois à soi et à l'entreprise. Et si je peux rajouter juste un point sur cette question, le coaching, et pas forcément le coaching sur le sujet de la motivation, mais le coaching en général, va permettre un regard sur soi, c'est-à-dire une meilleure connaissance de soi. Et ça, je crois que ça va être la clé de demain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'abstraction d'une connaissance de soi approfondie, voire d'une compréhension de ses propres mécanismes. De ses propres mécanismes de fonctionnement, comme le nommait Bernard, d'éventuels biais, mais aussi d'éventuels modes de fonctionnement répétitifs qu'on appelle des patterns en coaching. D'accord. Et alors, toujours en lien avec la motivation, question très ouverte, votre avis par rapport à la mission d'entreprise qui doit être retravaillée pour motiver d'autant plus ses collaborateurs? Votre avis par rapport, excuse-moi, j'ai pas un très bon son sur à ta question. la mission d'entreprise qui doit être retravaillée
pour motiver les salariés, justement. Bernard, est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je lance le débat qui est large sur ça? Moi, j'ai une vision plus lointaine, donc je pense que ta vision sera peut-être plus aiguë. Alors sur la raison d'être qui doit être retravaillée, c'est intéressant de se dire qu'il faut une représentativité dans les gens qui vont y participer. Comme on le disait tout à l'heure, les quotidiens ont été extrêmement différents selon les situations, hein, et il va y avoir cette importance de la représentativité. J'ai envie de pousser un petit peu plus l'impertinence en parlant de la représentativité féminine également, qui apporte un autre regard à la fois sur la situation actuelle, mais un autre regard en général aussi, hein, et qui d'ailleurs dans la crise a vécu la crise aussi avec d'autres yeux souvent. Et du coup, ça va être l'étape numéro 1 pour construire une nouvelle raison d'être. C'est est-ce que je la construis hors sol en pensant à une projection en chambre entre dirigeants, ou est-ce que j'associe au niveau représentatif les gens qui font partie de mon entreprise et qui ont bâti l'entreprise finalement avec ses dirigeants. Ça va être un point intéressant. Et puis, il y a un autre point qui va être de penser le demain, mais aussi de penser l'après-demain et finalement de se dire qu'on ne va pas être dans un plan A, un plan B et un plan C. On sera peut-être sur un plan X' et que du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est s'habituer à avoir cette flexibilité-là sur ses pieds. Et moi, j'adore l'exemple du funambule. On a l'impression que le funambule, il garde l'équilibre, mais en fait, il ne garde pas l'équilibre. Il associe plein de mouvements qui donnent une impression qu'il garde l'équilibre. Et le but, ce n'est pas de rester rigide en gardant l'équilibre. C'est justement de développer tout un tas d'outils et de postures et de compétences comportementales qui vont permettre de faire face à ce type de situation et qui vont lui donner du sens aussi et qui vont permettre d'avoir un impact. Où le collaborateur, quand il va rentrer chez lui, va se dire, peu importe que je vende des pneus, de l'énergie ou de la haute couture, j'ai fait quelque chose qui apporte quelque chose d'un point de vue sociétal. Alors, question aussi pour vous deux de la part de Sylvia. Quel impact, quel risque d'impact négatif sur la charge mentale de notre cerveau en sachant justement que la frontière devient plus floue avec la question de vie privée, vie professionnelle? Peut-être Bernard? Oui, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il va falloir trouver une organisation, une discipline, puisque effectivement, sinon on risque de tomber dans une certaine forme d'addiction et d'engrenage. Et donc, il faut trouver une discipline de la même façon qu'on a trouvé une discipline de travail sur les lieux de l'entreprise. Et donc, il faut se donner cette même discipline chez soi. Sinon, effectivement, on risque de se faire happer et d'épuiser ses ressources cérébrales. La notion de ressources et de charge mentale est très importante. Parce que, en fait, pour donner une image, c'est exactement comme l'exercice physique. Hein. C'est-à-dire que le corps humain est capable de prouesses. Les gens sont capables de faire des marathons, de courir, voire même des doubles marathons, enfin, des choses extraordinaires, mais il faut de l'entraînement et on ne fait pas n'importe quoi. On ne peut pas sprinter sur 40 km, ce n'est pas possible. Donc, au niveau du mental, c'est exactement pareil. On peut faire des tas de choses, on peut aller très loin, mais il faut respecter un certain nombre de règles et il faut être capable. Donc là, c'est là aussi que l'intelligence émotionnelle va venir en ligne de compte, c'est d'être capable de ressentir un petit peu quand on commence à décrocher, quand on commence à avoir des ressentis négatifs, à être un petit peu soit démotivé, soit trop critique, sont des signes de fatigue mentale. Et donc, il faut apprendre à gérer cette charge mentale. C'est à la fois un travail sur soi et puis un travail d'organisation aussi. Rajouter un petit mot sur cette question parce que le concept m'est cher, le concept de charge mentale. Je pourrais presque écrire un 3e livre sur ce sujet, tant il associe différents domaines qui sont très intéressants. Je crois qu'une des clés au concept de charge mentale est un système unique. C'est une des clés de gestion du temps aussi qu'on apprend quand on forme à la gestion du temps. C'est un système unique dans lequel on retranscrit immédiatement ce qu'on a dans notre cerveau et les pensées parasites. Qui ne sont pas des pensées parasites, qui sont notre attention qui se porte sur quelque chose d'autre, qui n'est peut-être pas notre objectif initial.
typiquement, je suis au milieu d'un dossier et je réalise que je n'ai pas payé la facture que j'aurais dû payer. Le fait d'être à la maison fait que peut-être je vais le faire automatiquement, mais peut-être aussi que je vais prendre mon calepin unique de gestion de ma charge mentale, que je vais l'écrire, que du coup, je vais sortir la pensée parasite et que je vais revenir vers ce que je suis en train de faire. Ce qui est problématique, c'est quand notre attention commence à être diluée, c'est-à-dire, ah, je pense à la facture, ah, je pense au numéro que je dois reporter sur la facture que je n'ai pas, ah, je pense au dossier dans lequel il est rangé, dans quelle pièce de l'appartement. Et là, on passe dans un engrenage de déconcentration. D'accord. Dans cette optique toujours de conseils, est-ce que vous en auriez pour aider à accompagner les personnalités qui auraient une aversion pour le changement, profonde aversion pour ça? Ça, c'est pour toi, Bernard. Oui, la première chose, c'est qu'en général, quand on a une aversion, c'est qu'on a une forte conviction que la situation actuelle est la meilleure et que tous les changements vont venir impacter négativement. Hein. Donc cette impression, elle peut être justifiée ou pas, ça tout dépend de la situation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faut être la capacité à prendre du recul sur ses pensées va être déterminante. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir les convictions que l'on veut, mais il faut pouvoir les passer au filtre de l'esprit critique. Et pour ça, c'est une forme d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il faut être capable de ressentir son émotion pour pouvoir mieux prendre de la distance avec elle, c'est-à-dire pour pouvoir faire baisser la tension émotionnelle, et donc là, de nous permettre de nouveau d'exercer cet esprit critique. Si on est en plein si on n'arrive pas à sortir de cet enfermement d'une idée, par exemple, qu'il y a un problème et je ne supporte pas le changement, eh bien, on va rester enfermé dans cette cage, hein, comme le hamster dans sa roue. Et donc là, on peut pas trouver des solutions. Si on veut trouver des solutions, il faut être capable d'accepter, d'une part, le désagrément de la situation nouvelle. Donc c'est un travail. Et puis surtout, une fois qu'on l'a accepté, de prendre du recul sur son idée initiale et d'accepter de changer d'idée si on s'aperçoit que, par exemple, finalement, il y a peut-être un élément favorable dans la situation nouvelle dont on peut tirer avantage. Chaque situation va avoir des effets positifs et des effets négatifs. Donc notre cerveau devient ce que l'on pense. Si on passe son temps à se focaliser sur les effets négatifs et les problèmes, on va développer, grâce à la neuroplasticité, on va développer la capacité à reconnaître le négatif et à vivre dans le négatif. Si on passe son temps à essayer de trouver des solutions, eh bien, on va développer sa capacité à rechercher des éléments positifs. Et alors, une question de Bruno sur le collectif. Qu'en est-il du collectif et du collaboratif à partir du moment où chacun fait les horaires qu'il souhaite? Et est-ce que cela pose problème quand on sait que l'entreprise doit quand même rester un lieu d'échange? Ah, mais question, hein. C'est une excellente question. C'est une excellente question et c'est pour ça que les modèles vont être à repenser parce que les modèles doivent satisfaire à la fois l'individu et le collectif. C'est toute la subtilité de la chose. Sinon, tout le monde, finalement, pourrait travailler aux horaires qu'il souhaite. Certains pourraient travailler la nuit parce qu'ils sont plutôt noctambules, d'autres le jour. Et on n'aurait pas de plage commune et on n'aurait plus de vivre ensemble. Et surtout, l'entreprise ne serait plus le lieu de la sociabilité non plus, du tout. Donc, il y a un véritable challenge sur ces questions-là qu'il va falloir orchestrer et penser aussi avec forcément des temps communs parce que le collectif suppose aussi une certaine temporalité commune, mais pas que. Le collectif suppose aussi un partage d'expériences, c'est-à-dire un vécu similaire. Et on sait d'ailleurs dans l'apprentissage du collectif qu'il se renforce par les épreuves communes. Donc, il va falloir travailler finalement presque le storytelling du vécu de la crise, c'est-à-dire comment chacun a vécu et qu'on ait aussi une sorte de base commune par équipe, souvent. C'est-à-dire que le maillage de l'équipe va être bon parce que le maillage d'entreprise va être beaucoup trop large pour essayer de travailler ces questions-là et après d'en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce qui nous a manqué. Et le mea culpa de la crise va être important aussi. C'est qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment à titre individuel comme à titre collectif. Et ça, en faire abstraction, ce serait dommage puisque ce serait une force apprenante essentielle de regarder sur les dernières semaines, les derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé et puis comment ça se gérerait différemment, sachant que la prochaine situation ne sera évidemment pas exactement la même, mais que ça nous éclairera.
Et puis après, le collectif, c'est aussi ce que chacun veut en faire. C'est-à-dire, quelle place prend chacun dans un collectif? Est-ce que le collectif, c'est se voir forcément? Est-ce que le collectif, c'est s'entendre forcément? Est-ce que c'est travailler ensemble sur des projets communs? C'est quelle appellation on donne à ce collectif? On pourrait donner l'exemple de ce webinaire pour parler du cerveau social. On pourrait donner l'exemple de ce webinaire. Chaque parole d'Emmanuel, de Julien ou de Julie va évoquer en chacun de nous des idées, va faire rebondir. Donc l'échange, c'est un entrecroisement d'idées qui va faire jaillir de la créativité. Et on a besoin, le cerveau social a besoin de ce contact pour se stimuler et pour être plus efficace. Si on reste chez soi, on va tourner en boucle dans nos patterns, dans nos croyances limitantes, dans nos phobies. Donc, on a vraiment besoin des autres. Après, tout est une question d'équilibre. Puis, chaque entreprise, chaque situation est différente. Donc, on ne peut pas donner de réponse univoque, mais le cerveau social et le groupe, que ce soit en présentiel ou en distanciel, comme dans un webinaire, c'est fondamental. Alors, une dernière question, on retourne sur le thème de l'engagement avec Yann qui vous demande si vous auriez des exemples d'actions concrètes pour développer l'engagement affectif envers l'entreprise. Alors, il y a plein d'actions concrètes sur l'engagement. Moi, c'est un thème qui me tient à cœur. C'était le thème de mon premier livre, l'engagement. Je vais vous montrer ici. Vous pouvez le voir, développer l'engagement de vos collaborateurs. Mais c'est vrai que sur le sujet de l'engagement affectif, c'est beaucoup plus complexe. Il y a des ressorts beaucoup plus profonds dans l'engagement affectif. Et effectivement, c'est une très bonne question parce que l'engagement est éminemment affectif. C'est-à-dire qu'il va passer par un espèce de supplément d'âme qu'on donne de manière bilatérale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'essentiel. Et la recommandation numéro 1 que je donnerai, c'est de ne pas demander un engagement affectif si l'engagement affectif n'est pas donné en retour. L'engagement, ça marche à deux, en règle générale. Du coup, si le collaborateur ne sent pas l'entreprise engagée dans tous les sens du terme, c'est-à-dire mise en gage aussi dans la relation affective, ce qui souvent est moins le cas quand même, puisque l'entreprise reste une entité, donc il faut qu'elle soit matérialisée en la personne de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on parle de l'engagement envers son manager direct. Et c'est ça souvent qui fait la différence. Les gens sont moins engagés envers une structure qu'envers un manager direct qui est porteur en lui de ce qu'on appelle en anglais the locus of engagement, c'est-à-dire l'engagement affectif du collaborateur. Donc les lignes managériales directes ont un rôle essentiel à jouer dans cette crise, dans le lien direct. Il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous, c'est qu'on a vécu ces dernières années des chocs émotionnels forts, notamment au moment des attentats du Bataclan. Et j'animais le lendemain, le lundi d'après, donc ça s'est passé un vendredi soir, et moi j'animais le lundi matin. Il y avait une différence énorme dans le public en face de moi entre les gens qui avaient été contactés par leur manager et ceux qui n'avaient pas été contactés à Paris. C'est-à-dire, il y avait un sentiment d'attachement à son manager, un lien émotionnel qui s'était créé dans ce week-end-là. Avec le manager qui avait pris des nouvelles, le manager qui s'était enquéri de savoir si son collaborateur allait bien, parce que c'était une animation dans des surfaces de vente qui avaient potentiellement été très exposées. Et si je peux rajouter un petit mot aussi, si on veut engager une équipe, je pense qu'il faut revenir sur ces trois mots qui sont l'empathie, la confiance et la reconnaissance. Et donc là, on va vraiment activer les motivations intrinsèques d'une part, et puis l'engagement pratique, pragmatique. En général, les grands leaders arrivent à activer ces leviers de l'empathie, de la reconnaissance et de la confiance, de faire confiance aux gens. Et donc, ça illustre tout à fait ce que disait Emmanuel juste avant. Bien. Eh bien, écoutez, un grand merci Julie pour avoir animé cette séquence de questions. Merci à Bernard et Emmanuel pour vos interventions. Je pense que c'était extrêmement riche
Je pense que tous nos auditeurs de ce webinaire ont appris beaucoup de choses. Je voulais remercier aussi Judith, que vous ne voyez pas, qui est notre responsable de communication et qui, sans elle, ce type de webinaire n'existerait pas. Donc, merci à toute l'équipe qui organise ce webinaire. J'espère vous revoir pour les prochains. En tous les cas, cette session a été enregistrée, donc pour ceux qui veulent partager ce que vous avez entendu, bah, vous le pourrez d'ici 48 heures, puisqu'on va mettre et remonter la vidéo en tant que telle. Et puis, eh ben, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon retour à la normale et à très bientôt. Et merci encore. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir Bernard. Au revoir Julie. Au revoir, à Au revoir bientôt. Julien. Au revoir Emmanuel, au revoir Bernard, au revoir Julie.